Mesdames, Messieurs, chers amis, je ne sais pas si ça sera une synthèse, après ces exposés de grande qualité, conceptuels, théoriques. Je voudrais pour ma part descendre au niveau de la pratique. Et après les propos roboratifs de Guillaume Bernard, je voudrais prendre mon départ sur quelque chose qui n'était quand même pas très roboratif, les événements du printemps dernier. Parce que l'élection imperdable a été perdue. Le candidat des Républicains qui devait être élu a été éliminé. La candidate du FN qui devait arriver en tête se qualifie de justesse pour le second tour. La gauche qui était donnée moribonde sort triomphante avec Macron et le système qui était menacé sort renforcé. Le moins qu'on puisse dire, chers amis, c'est qu'au printemps dernier, tout s'est retourné contre nous et ce retournement tristement spectaculaire doit sonner comme un tocsin pour les forces de droite, car il n'est pas lié à l'évidence au mauvais sort. Nos adversaires ont en effet manœuvré avec intelligence et audace, et ils ont réussi à sauver une situation qu'on disait désespérée. Alors que de notre côté, du côté de la droite, force est de constater que les erreurs se sont accumulées. Alors je vous rassure, je ne vais pas entamer ici un réquisitoire sur les erreurs qui ont été commises. Au demeurant, Michel Geoffroy ce matin a dit excellemment ce qui devait être dit à ce sujet. Non. Je voudrais seulement en tirer une leçon toute simple. Car si la droite, que dis-je, si les droites françaises sont en ruine, alors un grand travail de refondation est maintenant à réaliser. Et ce travail, voyez-vous, il ne passe pas, à mon avis, d'abord par la rénovation des appareils, par des manœuvres de personnes, par des regroupements de circonstances, il passe par les idées. C'est par les idées que les uns et les autres ont échoué, et c'est par les idées que la droite se relèvera. Car je pense qu'il est aujourd'hui nécessaire de sortir des habitudes idéologiques et programmatiques qui ont été celles des partis de la droite au cours des dernières décennies. Non pas, bien sûr, pour mettre en cause nos valeurs et nos convictions, mais pour les adapter au monde d'aujourd'hui, pour montrer qu'elles sont plus que jamais d'actualité et que si nous les défendons depuis longtemps, elles sont plus neuves que jamais. Et si vous le permettez, je voudrais commencer ici devant vous ce travail de refondation, ou de clarification, ou de modernisation, en tirant un enseignement de cette dernière campagne, un enseignement, à mon avis, fondamental. Il concerne la question européenne qui a été, comme vous le savez, très souvent au cœur des débats. La position des Républicains était de soutenir l'Europe de Bruxelles, conformément d'ailleurs aux injonctions du système. La position du Front National était de sortir de l'Europe, ou en tout cas de sortir de l'euro, conformément à ses principes souverainistes. Eh bien, je considère que ces deux options sont des impasses, et d'ailleurs des impasses que l'électorat a confusément senties, puisqu'il les a rejetées l'une comme l'autre. Et ce double refus, voyez-vous, ce refus de l'Europe bruxelloise, qui est évident, comme ce refus également de sortir de l'Europe, nous amène, me semble-t-il, au cœur des enjeux d'aujourd'hui. Car je suis convaincu que la question européenne est désormais la pierre angulaire du renouveau de la droite. Pourquoi ? Pour une raison fondamentale. C'est que la question identitaire et la question européenne sont désormais liées. Aujourd'hui, on ne peut plus les séparer et quand on les sépare, ça ne marche pas. Bruxelles, qui prétend faire l'union de l'Europe, mais qui refuse de défendre son identité, à l'évidence, ça ne marche pas. Le Front National, pendant la campagne, qui prétendait défendre nos identités et qui tournait le dos de l'Europe, ça n'a pas marché. Et il y a à ceci, je crois, une explication toute simple. C'est que notre identité est nationale, mais elle est aussi civilisationnelle, et que notre civilisation, elle est européenne.
Et voyez-vous, il ne s'agit pas là d'un constat théorique qui serait finalement assez banal. Il s'agit d'une réalité concrète, une réalité que l'on côtoie tous les jours avec l'immigration, par exemple. Car cette immigration massive, incontrôlée, qui déferle sur notre sol et qui compromet notre identité, c'est à un antagonisme civilisationnel qu'elle conduit. Le problème n'est pas de la nationalité des migrants ou de celle des populations chez qui ils s'installent, peu importe qu'ils soient turcs, tunisiens ou soudanais, peu importe qu'ils se rendent en France, en Allemagne ou en Italie. Le problème vient de ce qu'ils appartiennent à la civilisation islamique ou africaine et qu'ils s'implantent dans des pays de civilisation européenne et chrétienne. Et cette réalité, évidemment, chacun peut la vivre au quotidien, car ces migrants qui nous imposent leur présence quasiment de force nous sont totalement étrangers. Avec eux, nous ne partageons rien, et les Français le savent et s'en rendent compte au quotidien. Si bien que cela crée une configuration qui crée sur notre sol un antagonisme civilisationnel, un choc des civilisations entre la nôtre et la leur. Or, cet antagonisme ne se limite pas à notre pays. Il a aussi une dimension mondiale. Le choc des civilisations n'est pas seulement lié à l'immigration, c'est aussi une donnée géopolitique globale de dimension planétaire qui résulte de la dimension multipolaire du monde dans lequel nous vivons désormais. Car notre planète, on l'a dit tout à l'heure, n'est plus structurée comme autrefois par l'affrontement entre l'Est et l'Ouest, entre le bloc soviétique et le camp américain. À l'époque, d'ailleurs, l'antagonisme était d'ordre idéologique et géopolitique, mais il n'y avait pas de choc des civilisations, car les deux blocs étaient animés et dominés par des peuples européens ou des peuples d'origine européenne. Et puis, à partir de 1989, avec la chute du mur de Berlin, tout a basculé. Les Américains ont cru un moment, parce qu'ils avaient vaincu leur rival, que le monde allait devenir unipolaire sous leur impérium. Peut-être d'ailleurs le croient-ils encore. Mais en tout cas, rien de tel ne s'est produit. Car entre-temps, servis par la mondialisation, d'autres puissances ont émergé. Des pays qualifiés autrefois de sous-développés ont acquis une puissance considérable et se sont imposés sur la scène mondiale. Si bien qu'aujourd'hui, le monde est dominé par quelques grands blocs quasi-continentaux, dotés d'une population nombreuse, d'une puissance économique, militaire et politique en pleine expansion. Il y a la Chine, qui est en train de devenir la première puissance mondiale. Il y a le Japon, il y a l'Inde, il y a toujours les États-Unis. Il y a aussi le monde musulman, qui certes n'est pas organisé autour d'un État central avec un territoire unique, mais qui est soudé, on le voit bien, par cette communauté des croyants musulmans qu'ils appellent l'Oumma. Puis il y a aussi l'Amérique latine et l'Afrique avec sa démographie terrifiante. Et toutes ces puissances nouvelles arborent avec fierté leur identité, leurs valeurs, leur histoire, leur religion, bref, leur civilisation. Et elles ne le font pas, soyons-en bien conscients, elles ne le font pas avec bienveillance pour les Européens, car toutes ont été à un moment ou à un autre de leur histoire dominées par l'Europe. Et toutes sont animées d'une volonté de revanche à l'égard de leurs anciens maîtres. Toutes veulent s'imposer, dominer, humilier, voire tuer ou détruire, comme semble vouloir une partie du monde islamique. Car qu'est-ce que le terrorisme islamique, sinon l'une des formes les plus violentes du choc des civilisations? Et qu'est-ce que la concurrence sauvage que nous impose par exemple la Chine, si ce n'est une guerre économique sans merci et une autre forme également agressive du choc des civilisations? Mesdames, Messieurs, chers amis, ne nous y trompons pas. La plupart des maux que nous endurons viennent de l'agression que subit notre civilisation sur notre sol comme à l'échelle du monde, et une agression d'autant plus dommageable que nos dirigeants semblent l'ignorer totalement. Ils l'ignorent s'agissant de l'immigration, ils l'ignorent s'agissant du terrorisme islamique, ils l'ignorent s'agissant de la guerre économique, ils l'ignorent s'agissant des antagonismes géopolitiques. Résultat, dans ce monde multipolaire et dangereux,
l'Europe reste là, les bras ballants, faible, décadente et divisée, politiquement éparpillée, sans force armée conséquente, progressivement dépossédée de son appareil industriel, rongée par la haine d'elle-même et par la repentance, ne se préoccupant que de moralisme et de bien-pensance, en tout cas pour ce qui est de ses dirigeants. Ces dirigeants, d'ailleurs, comment seraient-ils autrement quand ils réduisent l'identité de l'Europe à de prétendues valeurs comme le vivre ensemble ou la lutte contre les discriminations? Et là, voyez-vous, là est le cœur du mal qui nous frappe. Là se situe le funeste moteur de notre déclin. Notre civilisation subit une attaque en règle, aussi bien chez nous qu'à l'échelle du monde, et les dirigeants qui devraient nous protéger refusent de prendre en compte cette réalité, refusent même de la voir et de la dire, et s'interdisent donc de nous défendre. Et c'est pour pallier à cette scandaleuse déficience que la France et l'Europe ont besoin d'une grande force de droite. Face à la trahison du système, il faut qu'une droite nouvelle se dresse pour assurer la défense de ce que nous sommes et proposer une voie qui soit à la hauteur des enjeux du monde d'aujourd'hui. Et pour ouvrir cette voie, il faut, à mon avis, répondre à deux impératifs. Le premier est d'ordre idéologique et concerne notre identité. Avec cette affirmation fondamentale que j'ai esquissée tout à l'heure, notre identité n'est pas seulement nationale, elle est civilisationnelle. Elle n'est pas seulement française, elle est européenne. Excusez-moi. Et il ne s'agit pas là d'un constat intellectuel qui pourrait, au fond, paraître banal. Il s'agit d'une réalité qui doit devenir l'objet d'un combat politique. Il faut en effet donner corps à cette réalité sur le plan juridique, sur le plan affectif, sur le plan politique. Et d'abord, il faut que les Français et les autres peuples européens en prennent pleinement conscience. Alors certes, l'appartenance à notre nation est capitale, car elle est une part de nous-mêmes, une part qui définit notre place dans l'espace et dans le temps, une part sans laquelle nous serions des orphelins, déshérités, sans laquelle nous ne pourrions pas exister, une part dont nous pouvons être fiers, car notre identité française est d'une richesse exceptionnelle. Mais pour autant, aujourd'hui, notre identité européenne doit être une réalité vécue, une réalité forte et brillante qui doit venir compléter et amplifier ce que nous apporte notre nation. Et cette réalité doit maintenant être explicitée, reconnue, affirmée et brandie. Elle doit faire partie de notre discours, elle doit être intégrée à nos propositions. Dans cet esprit, par exemple, il faut militer au-delà de la préférence nationale pour une préférence civilisationnelle qui donne la priorité aux nationaux, mais aussi aux Européens. Et il faut également, au-delà du patriotisme français, œuvrer à l'émergence d'un patriotisme européen qui, en plus de la fierté nationale, exalterait aussi celle d'appartenir à notre commune civilisation européenne et chrétienne. Alors, je sais qu'en lançant ces mots d'ordre, peut-être certains d'entre vous sont-ils choqués. Mais réfléchissez bien. On ne peut pas nier la réalité de notre identité européenne, et d'ailleurs, je vous pose la question. La distance qui nous sépare, nous autres Européens, des Chinois, des Indiens ou des Arabes, n'est-elle pas bien plus importante que ce qui nous distingue, nous les Français, des Italiens, des Allemands ou des Polonais? Et quand je parle de patriotisme européen, n'y a-t-il pas en effet de quoi être fier de notre commune civilisation européenne? N'est-ce pas elle qui a le plus apporté à l'humanité? N'est-ce pas elle qui a façonné le monde? Ne s'est-elle pas illustrée dans tous les domaines qui élèvent l'esprit humain? Au fond, n'est-ce pas la plus grande et la plus belle des civilisations?
C'est pourquoi, voyez-vous, il serait criminel de la laisser affaiblie, soumise sans défense aux attaques des nouvelles puissances d'aujourd'hui. Car dans le monde multipolaire qui est maintenant le nôtre, toutes les civilisations sont portées par une puissance politique, toutes, sauf la civilisation européenne. Et cette absence politique de l'Europe sur la scène mondiale, il faut en être bien conscient, est terriblement dangereuse pour notre avenir. Et c'est pourquoi, je le dis, on ne peut pas continuer à laisser l'Europe impuissante et vulnérable subir passivement le choc des civilisations. Et là encore, il faut qu'une droite nouvelle se dresse et ouvre la voie avec un second impératif, d'ordre politique cette fois. Il faut ériger l'Europe en un pôle de puissance. Ériger l'Europe en un pôle de puissance. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il faut créer une union nouvelle, radicalement différente de l'organisation bruxelloise. Une Europe qui rendrait aux États l'essentiel de leurs prérogatives ordinaires et qui se libérerait de toutes les structures bureaucratiques de Bruxelles. Une nouvelle Europe qui serait dirigée selon le principe confédéral par les seuls États et qui, forte de cette direction allégée, transparente, respectueuse des nations, se consacrerait cette fois à l'essentiel, c'est-à-dire à l'identité, à l'indépendance et à la puissance collective des peuples européens. Cette Europe-là, elle aurait quelques missions simples, mais capitales. Protéger ses frontières et stopper l'immigration, réguler les échanges économiques avec le reste du monde, réindustrialiser le continent, faire de l'euro une monnaie de change et de réserve qui servent l'Europe comme le dollar sert les États-Unis. Cette nouvelle union devrait être dotée d'une alliance militaire européenne qui libérerait l'Europe de l'OTAN et de la tutelle américaine. Car il s'agirait évidemment de traiter dorénavant d'égal à égal avec les États-Unis et de nouer une alliance stratégique avec la Russie. Bref, il s'agirait de rendre à notre civilisation son autonomie, sa force et son rayonnement. Alors là, je le sais, certains d'entre vous, sinon dans cette salle, du moins dans le monde des militants et des sympathisants de la droite, s'étonneront peut-être de mon propos et peut-être s'en irriteront-ils. Mais moi, ces irritations ne me choquent pas parce que je partage avec eux certainement la nostalgie de l'époque où la France disputait à la Grande-Bretagne la suprématie sur le monde. Je regrette aussi que notre pays ne soit plus une puissance planétaire, capable de s'imposer, capable de se faire respecter, de décider seule pour elle et pour les autres. Je le déplore, mais je le sais, ce monde n'existe plus. On peut en avoir le regret, mais on ne peut pas résoudre les problèmes d'aujourd'hui avec la nostalgie des siècles écoulés. Alors certains pourraient me répondre, mais si la France redevient souveraine, tout redevient possible. Hélas, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai car la France seule serait aujourd'hui impuissante et la souveraineté sans la puissance n'a pas de sens. La souveraineté sans la puissance, voyez-vous, c'est comme un droit sans la force pour le faire respecter. C'est beau sur le papier, mais ça ne sert à rien dans la réalité. Regardez le Burkina Faso, petit pays du Sahel africain, capitale Ouagadougou pour ceux qui ne le situent pas. Juridiquement, cet État est plus souverain que la France. Il n'a pas les entraves bruxelloises que nous avons. Et pourtant, je ne pense pas qu'il maîtrise davantage son destin que ne peut le faire notre pays encore aujourd'hui, un tant soit peu. Non, je le dis avec peine, mais le souverainisme est une fausse bonne idée. D'ailleurs, c'est une démarche purement institutionnelle, alors qu'en politique, ce qui compte, ce sont d'abord les idées et les hommes qui les portent. Prenez le Brexit, par exemple. Beaucoup se sont réjouis de la décision des Britanniques.
Et moi aussi, parce que c'était une pierre dans le jardin du système. Ça faisait tellement plaisir de les voir désemparés avec ce vote. Mais la réalité, c'est que le vote des Britanniques était un symptôme, le symptôme d'un malaise, mais pas une voie d'avenir, en tout cas pas pour l'Europe, pas pour la France. D'ailleurs, voyez ce qui se passe maintenant en Grande-Bretagne, sur les questions fondamentales, sur les questions civilisationnelles. Ils s'en prennent aux travailleurs polonais, ils s'en prennent aux ressortissants des pays de l'Union européenne, et ils continuent de se laisser submerger par une immigration extra-européenne venue du Commonwealth, au point qu'ils élisent un maire musulman à la municipalité de Londres. Et le Frexit, que certains préconisaient pendant la campagne, le Frexit ne ferait pas mieux. Imaginez 2 minutes que la France, selon le schéma britannique, sorte de l'Union à la suite d'un référendum, mais qu'elle continue d'être dirigée par les gens du système. Mais ça ne changerait rien. Tout continuerait comme avant. Ils laisseraient rentrer toujours autant d'immigrés. Notre industrie subirait toujours la concurrence internationale. Quant à la bureaucratie, on peut faire confiance à la bureaucratie française pour faire aussi bien, aussi mal que la bureaucratie bruxelloise. En revanche, vous prenez les personnalités qui ont parlé tout à l'heure et qui parleront ce soir, et vous les mettez à la tête de la Commission de Bruxelles. Eh bien, croyez-moi, tout changerait avant même d'avoir modifié une virgule dans les traités européens. Non. Le souverainisme à l'échelle de la France, qui laisserait notre pays seul, vulnérable et impuissant, ce n'est pas une solution adaptée au monde multipolaire d'aujourd'hui. De même, bien sûr, que l'Europe bruxelloise qui détruit la souveraineté des États sans créer de souveraineté européenne, ce n'est pas non plus une solution appropriée face au choc des civilisations. La solution novatrice, c'est l'Europe puissance, qui apporte une réponse à tous les antagonismes civilisationnels que nous subissons. Et de plus, et cet aspect n'est quand même pas à négliger, ce projet d'Europe puissance renouvellerait profondément le discours de la droite, sans pour autant mettre en cause, évidemment, ses principes fondamentaux en termes d'identité et de valeurs. Avec cette nouvelle ligne politique, la droite réconcilierait construction européenne et défense de notre identité. J'allais dire pour la première fois depuis longtemps, elle aurait un projet qui s'enracinerait dans la fidélité à nos valeurs, mais qui, dans le même temps, répondrait aux réalités du monde d'aujourd'hui. Elle réaliserait en quelque sorte la synthèse féconde entre tradition et modernité. Et puis, elle se trouverait en position de force sur l'échiquier politique, car avec un projet aussi ambitieux et aussi novateur, elle ne pourrait plus être accusée de passéisme ou de ringardisme, et puis c'est au contraire elle qui pourrait déstabiliser ses adversaires en les plaçant en contradiction avec eux-mêmes. Vous prétendez vouloir l'Europe, mais pourquoi voulez-vous soumettre l'Europe aux États-Unis ? Pourquoi votre Europe n'assure-t-elle pas elle-même sa défense ? Pourquoi votre Europe ne protège-t-elle pas notre industrie comme le font les Chinois et les Américains ? Enfin, moi, je pense qu'avec cette ligne civilisationnelle et européenne, la droite trouverait la crédibilité gouvernementale et le positionnement à la fois contemporain et anti-système qui lui sont nécessaires pour répondre aux défis du siècle. Elle pourrait alors retrouver la dynamique du succès, assurer sa mission au service de notre peuple et de notre civilisation. Alors, ceci étant dit, j'entends déjà l'objection majeure. Tout ça, c'est bien beau, mais votre projet, il est impossible. Eh bien non, il n'est pas impossible. Il est nécessaire. Il est nécessaire. Et s'il est nécessaire, il y a une voie pour le rendre possible, et cette voie existe. D'abord, je vous ferai remarquer que si ce projet paraît impossible, c'est uniquement parce que tout le monde le considère comme tel. Et cette unanimité n'est pas un hasard, elle a été forgée par le système. Le système qui, naturellement, est totalement hostile à un tel projet, et qui a si bien réussi à l'occulter que personne ne le propose, puisque quand on regarde la scène publique,
En tout cas, selon la pensée unique, il n'y a que deux solutions, il n'y a qu'une alternative. Ou on soutient l'Europe de Bruxelles, ou on sort de l'Union. Mais la réalité, c'est précisément qu'il y a une autre voie qu'il nous faut maintenant faire connaître. Et telle devrait être la démarche de la droite nouvelle qui doit émerger. Il faut qu'elle se fasse le héros de cette Europe-puissance. En politique, avant de se concrétiser, un projet doit d'abord exister, et exister par le verbe. La droite doit donc porter cette ligne politique nouvelle et en assurer la promotion. Ensuite, imaginez, on peut toujours se projeter dans l'avenir avec optimisme, imaginez que la France, gouvernée par la droite, se fasse ensuite officiellement le champion de ce projet. Elle pourrait alors rallier d'autres pays, comme ceux du pacte de Visegrad, qui sont attachés à la défense de notre civilisation. Et porté par un tel rassemblement de nations, le projet d'Europe-puissance deviendrait alors une option politique réaliste, sérieuse, que tout le monde serait bien obligé de prendre en compte. Et si ensuite ce groupe d'États faisait campagne pour convaincre les opinions publiques européennes, là encore, cela changerait rapidement la donne, car ma conviction est qu'un tel projet correspond à ce qu'attendent secrètement les peuples d'Europe. Ils ne le savent pas eux-mêmes, parce qu'ils sont inhibés par la pensée unique. Mais si plusieurs chefs d'État et de gouvernement leur proposaient de renouer avec leur identité collective, de retrouver la fierté de ce qu'ils sont, de connaître à nouveau les effets bénéfiques de la puissance et de retrouver le fil de leur histoire, croyez-moi, tout deviendrait possible. Alors c'est vrai, nous sommes encore loin du but. Mais ce qui est important à l'heure actuelle, c'est qu'il y a bien une voie, il y a une perspective, il y a un avenir, il y a un projet. Et c'est précisément ce que la droite doit maintenant apporter à notre peuple. On ne peut plus se contenter de présenter des mesures pour améliorer la vie quotidienne des gens. C'est évidemment important, mais ce n'est pas suffisant. La politique, ce n'est pas seulement de définir les prestations qu'on va verser aux uns et les impôts qu'on va exiger des autres. La politique, c'est aussi se préoccuper de la communauté qu'ils forment, ouvrir des perspectives d'avenir, accomplir des ambitions collectives, bref, mettre en mouvement un peuple et ce faisant, lui rendre confiance, fierté, espoir et force. Aujourd'hui, la droite, qu'elle soit d'ailleurs dite républicaine ou nationale, est en plein désarroi et précisément s'enlise dans les questions du quotidien et les débats politiciens. Si la droite veut se relever, elle doit entreprendre une grande rénovation idéologique et politique. Et dans la fidélité à nos valeurs, elle doit porter une vision d'avenir pour notre civilisation. En clair, le moment est venu pour elle de faire bouger les lignes et d'incarner ce projet identitaire européen. Un projet grandiose, car l'Europe dont nous parlons, c'est plus de 500 millions d'hommes et de femmes. C'est un potentiel économique équivalent à celui des États-Unis. Allié à la Russie, c'est près de 700 millions d'âmes, un territoire immense, des ressources à profusion, une civilisation brillante. L'Europe confédérale dont nous parlons pourrait devenir une puissance de premier plan, capable de rivaliser avec les plus grands, capable de contester sa première place à la Chine, en tout cas, en mesure de redonner à notre civilisation son ascendant sur la planète. Chers amis, nous sommes à la croisée des chemins. Il est tard, et ce sera le déclin ou le renouveau. Et le renouveau, c'est le projet d'Europe puissance, celui qui sauvera notre identité et nos valeurs, celui qui redonnera à notre civilisation sa place dans l'histoire et dans le monde.